Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. D'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Et d'Ariane Bonzon, journaliste et spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient. Bonjour Ariane. Bonjour Christophe. Il n'aura fallu que quelques jours à la coalition menée par l'Organisation de libération du Levant, HTC, pour faire chuter le régime de Bachar al-Assad. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2024, les rebelles ont pris Damas et ont provoqué la fuite du président syrien vers la Russie, marquant ainsi la fin de 53 ans de règne de la famille El-Assad. Une fin éclair d'une révolution entamée en 2011 dans le cadre des printemps arabes, le retour de l'espoir en Syrie et une certaine inquiétude quant à l'avenir du pays. Nous allons en parler, mais pour commencer, première question Alain, est-ce que cette victoire est une victoire de l'islamisme ou de cette révolution initiée en 2011 ? Alors j'ai envie de répondre un peu les deux, mon général, parce que les mouvements qui ont pris Damas, les mouvements qui contrôlent la Syrie d'aujourd'hui, qui ont renversé le régime de Bachar al-Assad, se réclament pour la plupart de l'islamisme. Si vous prenez le spectre de l'islamisme, vous avez des mouvements hyper radicaux qui sont avec HTS, le mouvement dominant, mais le mouvement HTS est aussi un mouvement islamiste, en ce sens que c'est un mouvement, vous savez, qui avait été replié dans la région d'Idlib, en face tout près de la frontière turque. C'est là que s'étaient repliés les mouvements armés lorsque la guerre s'est arrêtée, emmenant avec eux ou accompagnant des populations civiles. Et là, il y avait 4,5 millions de personnes à peu près réunies dans cette région que le mouvement HTS a administré pendant quelques années, donc, mais surtout, il a essayé de mettre de l'ordre dans l'ensemble des mouvements qui étaient autour, mais sans les dominer tous. Il en a intégré beaucoup, mais sans les dominer tous. Ce qui fait que vous avez un vaste spectre de mouvements islamistes. Tout ce monde-là relève de l'islam politique. C'est-à-dire qu'à Idlib, par exemple, la loi était très largement la charia. Alors peut-être pas comme on l'a vu pratiquée par Al-Qaïda ou bien par les talibans à Kaboul, l'État islamique, par exemple, mais c'était Al-Qaïda. Il y a eu quelquefois des micro-élections, des processus électoraux. Dans certaines localités d'Idlib, les femmes n'avaient pas le droit de voter, par exemple. Donc, vous avez tout le spectre des mouvements islamistes qui se trouvent maintenant au pouvoir, avec des différences tout de même avec ceux qui dominent, c'est-à-dire le mouvement HTS. Ceux qui dominent, eux, malgré tout, marquent une rupture avec l'islamisme djihadiste à tendance prosélyte, comme on l'a connu avec Al-Qaïda ou avec l'État islamique. C'est-à-dire que c'était des mouvements qui voulaient recréer l'Oumma, c'est-à-dire entrer en possession de l'ensemble du Moyen-Orient, petit à petit, par la guerre, conquérir l'ensemble du Moyen-Orient, et voire au-delà même, voire au-delà. Ça, c'est plus le cas. C'est un islamisme ancré dans la réalité syrienne, ancré à l'intérieur des frontières de la Syrie, au moins pour HTS, si vous voulez. C'est une version nationale ou nationaliste de l'islam militant et de l'islam politique. Alors jusqu'où cela ira-t-il, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Est-ce que c'est le triomphe de la révolution qui s'est déclenché en 2011 contre le régime de Bachar al-Assad? Oui et non. Je dirais non d'abord parce que il y avait toute une partie de la bourgeoisie chrétienne, par exemple, qui est descendue dans la rue en 2011. Il y avait la bourgeoisie sunnite qui est descendue dans la rue aussi. Il y avait tout le spectre des minorités syriennes, peut-être pas les Kurdes forcément, mais il y avait le spectre de la mosaïque syrienne qui est descendue dans la rue. Et puis, Bachar al-Assad d'abord, mais le mouvement aussi, mais parce que Bachar al-Assad l'a voulu, le mouvement a été très rapidement dominé par les islamistes, appuyés par l'ensemble des pays du Golfe notamment, et par la Turquie. Donc c'est très vite, en 2012-2013, vous avez quand même un ensemble de rébellions qui prend le profil de l'islamisme. C'est ce que voulait Bachar al-Assad, parce que c'était au moins présentable. La guerre qu'il menait, impitoyable et féroce qu'il a menée à ce moment-là, il l'a présentée sous cet aspect-là. La guerre contre Al-Qaïda, contre l'État islamique, bref, contre le djihadisme militant. On a cru que la guerre était finie. On a cru que les puissances dominantes, ça allait être l'Iran, la Turquie d'un côté, la Russie de l'autre. On a cru que c'était ça, les puissances dominantes. Et puis non, ça s'est réveillé. La guerre n'était pas finie. Le régime a
a évolué vers sa nature propre, qui est du gangstérisme. Il est devenu de plus en plus minoritaire. Et puis, bon, vous le savez, on en a parlé l'an passé, les événements, les circonstances, la conjoncture internationale ont fait que la voie était libre pour Damas, pour ce mouvement. Donc je dirais que c'est aussi, malgré tout, la suite de la révolution qui commence en 2011. La suite et la fin, dans une certaine mesure, en tout cas pour Bachar al-Assad. Ariane, vous partagez cette analyse sur l'héritage de 2011 dans la victoire des rebelles contre Bachar al-Assad. Le paradoxe, c'est qu'en 2011, on criait au diable parce que c'était les Frères musulmans qui étaient le corps politique le plus organisé et qui était l'alternative, si vous voulez. Et on disait non, les Frères musulmans, c'est pas possible, etc., etc. Et maintenant, on a quand même un mouvement qui descend de l'État islamique, d'Al-Qaïda, même s'ils ont fait leur mue, même s'ils sont maintenant... Le HTC a combattu Al-Qaïda. Donc, d'une certaine manière, on a quelque chose de plus dur que les Frères musulmans. Mais enfin bon, les Frères musulmans étaient une grande entité. Maintenant, il y a une pléiade, comme l'a dit Alain, il y a une pléiade de milices. Il y a effectivement HTC avec quelques groupes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 80% syriens, ou même plus. Enfin, je veux dire, ce sont des Syriens. C'est aussi une nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est une génération qui avait 8 ans quand la révolution a commencé, enfin en 2011, et qui maintenant revient, qui revient dans leur ville natale, qui découvre. Donc c'est un peu du sang neuf aussi. Ça, c'est intéressant parce que ils n'ont pas les modèles du frère musulman, etc. Et à côté de ce mouvement-là, il y a ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne, qui n'a rien de national. Elle a été complètement construite par la Turquie avec une série de groupes, dont des anciens de l'armée syrienne libre, qui était justement la force de rébellion, et qui est vraiment sous la coupe des Turcs. Et eux n'ont pas été à l'initiative de la prise d'Alep, qui a commencé le mouvement. Ils sont arrivés 3 jours après. Et ça donc fait encore des milices, si vous voulez, qui disent à HTC, on a notre mot à dire. Et les premiers qui sont arrivés à Damas, ce n'est pas non plus HTC. Ce sont des Druzes et ce sont des mouvements du Sud. Donc, il y a quand même un certain nombre de groupes qui ont participé à cette chute. Et en ça, c'est révolutionnaire, de certaine manière. Vous parlez justement de cette armée nationale syrienne qui a été plus ou moins aidée par la Turquie. Quelle était la volonté d'Erdogan en aidant ce mouvement de rébellion? Et est-ce que le résultat n'a pas dépassé ses attentes dans cette chute? Parce qu'il se retrouve avec un pays finalement qui est déstabilisé aux portes de la Turquie. Il y a 2 choses chez Erdogan. D'abord, il y a un retour sur investissement, parce qu'il n'a pas commencé à soutenir les rebelles et ces mouvements-là hier. Ça fait 10-12 ans qu'il le fait. En particulier, toute la poche d'Idlib, d'où vient HTC, et puis le nord-ouest de la Turquie, qui est d'une certaine manière un protectorat turc. C'est-à-dire que la Turquie a évidemment formé, armé, entraîné tous ces groupes, l'armée nationale syrienne, a formé une police aussi, a construit des hôpitaux, a ouvert des écoles. Imposé sa monnaie. Imposé sa monnaie, on paye en dollars américains ou en livres turcs, quand même, le dollar américain aussi. Il y a aussi le complexe militaro-industriel turc qui est très intéressé par ça. Il y a la construction, tout ce qui est construction, ils ont déjà beaucoup construit et ils espèrent reconstruire. Donc, si vous voulez, là, il y a une espèce de noyau important déjà d'influence pour la Turquie. Il y a 2 choses prioritaires pour la Turquie, c'est contenir les Kurdes et éviter les Kurdes. Le mouvement autonomiste kurde qui est proche de leur propre mouvement autonomiste, c'est-à-dire le PKK en Turquie et ce qu'on appelle les YPG en Syrie. Parce qu'il y a beaucoup de Kurdes, il ne faut pas croire que tous les Kurdes sont alignés avec ce mouvement autonomiste. Eux, ils veulent absolument les cantonner, si ce n'est leur empêcher d'avoir un contact avec la frontière turque pour ne pas influencer le mouvement autonome kurde en Turquie. Et le second point, c'est le retour des réfugiés. Vous savez qu'ils ont 3 à 4 millions de réfugiés. Erdogan en a fait un leitmotiv. C'était les amis. Au départ, on va accueillir nos amis. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses, il faut le dire, pour les réfugiés, même s'il y a des mouvements anti-syriens actuellement très forts avec la crise économique. Ils ont fait beaucoup de choses, mais ils voudraient qu'ils repartent en Syrie. Et ça, c'est peut-être une porte qui s'ouvre pour eux. On a parlé dans le dernier épisode du Monde devant soi des raisons qui font que le régime ait pu tomber si rapidement, c'est-à-dire le retrait russe, l'absence du Hezbollah et puis la corruption au sein de l'armée syrienne. On a vu aussi qu'il y a eu des bombardements turcs, américains et israéliens pendant le même temps de cette rébellion. Pourquoi est-ce que ces forces-là ont bombardé en Syrie, Alain ? Alors les Américains sont là depuis longtemps.
Trump avait, dans son premier mandat, avait essayé de les retirer, mais le Pentagone s'y est opposé. Donc les Américains sont dans la région où il y a les Kurdes, d'ailleurs, qui est aussi une partie de la région pétrolifère. Pas tout, mais une partie de la région pétrolifère. Ils sont là pourquoi ? Ils sont là pour que les restes de l'État islamique, vous avez l'Euphrate, à l'est et à l'ouest, et les restes de l'État islamique, c'est-à-dire à peu près 2000 combattants armés, sans doute, qui vivent dans la misère, avec leurs familles, dans des villages où plus personne ne va, et qui sont là. D'abord, ils sont contenus par les Kurdes. Il ne faut pas oublier que les Kurdes nous rendent un service immense en tenant des camps de réfugiés où sont les prisonniers de l'État islamique, leurs enfants et leurs femmes. Service que nous rendent les Kurdes. Donc, les Américains appuient les Kurdes dans cette région. C'est pour eux un point d'appui. Ils sont aussi présents en Irak, là plus nombreux, 5000 dans 2 grandes bases militaires qui font face à des milices chiites irakiennes, pro-iraniennes en général, sans que le gouvernement de Bagdad ne le dise ouvertement. Ils souhaitent que les Américains partent, mais partent très doucement, le plus lentement possible. Et il y a d'ailleurs un programme de retrait des troupes américaines d'Irak. Ils sont là. On ne sait pas ce que va décider Trump. Mais quand je dis ils sont là, c'est une base américaine, c'est 850 hommes, c'est des blindés, c'est de l'artillerie ultramoderne, c'est des drones, etc. C'est pas n'importe quoi, si vous voulez. Et donc, ils contiennent l'État islamique, que l'État islamique ne profite pas de ce qui se passe en ce moment en Turquie pour déborder la vallée de l'Euphrate, ces villages misérables où ils sont cantonnés. Ça, c'est une chose à laquelle ils tiennent. Et d'ailleurs, les Israéliens aussi tiennent à cette présence américaine et voire à une présence kurde même ici. Les Israéliens, c'est autre chose. Les Israéliens ne savent pas quelle sera la nature du pouvoir syrien qui s'annonce. Ils ne le savent pas. Ils connaissent ses origines. C'est encore trouble. Et donc, ils en profitent. Ils ont bombardé la marine. Ils ont bombardé ce qui restait d'aviation syrienne. Et ils se sont emparés de la face du mont Hermon, qui est du côté, si vous voulez, on est sur le plateau du Golan, qui est du côté syrien. Ils s'en sont emparés. Ce qui veut dire que là, ils regardent Damas, qui est à 40 kilomètres. Donc, ils ont pris des mesures de sécurité pour empêcher que les milices qui vont prendre le pouvoir à Damas ou qui ont pris le pouvoir à Damas puissent, par exemple, s'emparer de dépôts d'armes de destruction massive, d'armes bactériologiques ou chimiques, s'il y en a, puissent utiliser la marine ou l'aviation. Donc, tout ça, ça relève de la guerre préventive ou préemptive, comme vous voulez. Enfin, ce n'est pas conforme au droit international, certainement pas, mais c'est parce que les Israéliens en profitent et ils voient qu'ils ne savent pas trop quelle va être la nature du pouvoir qui s'installe à Damas. Je dirais qu'ils s'étaient accommodés du pouvoir de Bachar, mais ils ont aussi aidé la rébellion, parce que ça leur permettait, notamment grâce aux hôpitaux israéliens de l'autre côté de la frontière du Golan, ils ont soigné même les islamistes, ils ont soigné des milices, parce que ça leur permettait d'abord d'en savoir beaucoup sur ces milices, et puis de tenir le régime en respect aussi. Donc c'est une politique très curieuse, très ambiguë. On est au Moyen-Orient. Une politique attentiste de la part d'Israël qui s'interroge sur la transition. Et qu'est-ce qu'on sait de cette transition politique justement en cours en Syrie ? On sait que c'est le gouverneur d'Idlib qui a été nommé Premier ministre par les rebelles. Il s'appelle Mohamed al-Bashir. Il dirigeait le gouvernement de salut dans la province d'Idlib justement. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme et qu'est-ce qu'on sait des forces en présence actuellement à Damas, Ariane ? Alors c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'élection pour l'instant. C'est un gouvernement plus ou moins transitoire, une transition qui s'est faite et qui a été visiblement préparée à Doha, au sein de Astana, de la formule Astana, c'est-à-dire entre Russes, Turcs et Iraniens, avec une participation du Qatar, d'un certain nombre de pays du Golfe, qui se sont mis d'accord sur un certain nombre de points, dont l'exfiltration, le départ de Bachar et effectivement la mise en place de cette autorité. On ne sait pas très bien pour l'instant, c'est très flou. Ce qu'on voit quand même, c'est que effectivement, HTC est très représenté, mais les autres groupes sont pas tellement représentés pour l'instant, pour pas dire pas du tout. Donc là, déjà, il risque d'y avoir un peu de tension. Il me semble que la chose importante, et Alain raconte en expliquant effectivement la façon dont Israël a bombardé tout l'appareil de sécurité de l'État syrien. Entre parenthèses, maintenant, Israël peut utiliser l'espace aérien syrien.
parce que tout ce qui est contrôle, défense aérienne a été... Donc il peut aller taper en Iran s'il veut par la Syrie. Ça, c'est une parenthèse. Le grand enjeu maintenant, c'est de construire justement des forces de sécurité unies en fondant toutes ces milices dans un corps de police nationale, dans une armée nationale. C'est ça la chose la plus importante pour justement empêcher éventuellement les débordements, la guerre civile, puisque c'est ça le grand enjeu. Il y a 40% de minorités en Syrie. Hein. Voilà, là c'est quand même le grand enjeu et j'imagine que c'est la première chose qu'ils vont faire. Il ne faut pas rêver. Je vois mal qu'il n'y ait pas des exactions, des lynchages. Il y a déjà eu des vidéos qui montrent effectivement des règlements de compte. Quand on voit toutes ces images depuis une semaine, c'est quand même magnifique pour les gens qui ont suivi ces 15 années d'horreur, voir toute cette joie, ces grands mouvements. Là, je pense que ces grandes manifestations, tout le monde y est, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, là, il y a quelque chose qui se passe qui est extrêmement, enfin, pour moi, c'est très émouvant, allié à l'horreur de ce qu'on découvre dans les prisons. Jean Maille utilise un terme à propos de ces prisons, il dit c'était des oubliettes, comme les oubliettes au temps du Moyen-Âge. On voit ces espèces de cellules où on jetait les gens, on fermait. C'était vraiment ça, quoi. Donc, on ressortir tout ça à la mémoire et c'est quelque chose de très fort. Et l'un des enjeux de ce gouvernement de transition, puisque c'était la question que vous me posiez, c'est aussi tout le travail de justice qu'il va y avoir, en espérant que ça va pas être des procès bâclés, n'importe comment, etc. On peut revenir 2 minutes sur Israël parce que ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire la campagne de bombardement israélienne, elle est à double face parce que côté face, on voit bien que les Israéliens veulent se protéger et signifier très clairement au nouveau régime syrien qu'il ne faut pas s'approcher de la frontière, d'une part, mais d'autre part, ça peut être exactement la même erreur que les Américains en Irak. Parce que les Américains en Irak, quand ils y arrivent, ils détruisent l'armée irakienne, et cette destruction de l'armée irakienne fera le champ libre à la guerre civile. Une guerre civile qui a été très longue, très coûteuse, très cruelle, etc. Le risque pris par Israël, c'est celui-là, c'est de faire en sorte que, comme il n'y a plus d'armée syrienne, il n'y a plus de force fédérale ni quoi que ce soit, il y aura à nouveau l'affrontement des milices les unes contre les autres. Donc ça, c'est, je pense, une prise de risque. Pour un pays qui, par ailleurs, Israël, est vainqueur dans la phase actuelle. Il y a la Turquie qui est objectivement vainqueur, mais Israël aussi, puisqu'on s'est demandé, vous posiez la question au début de savoir pourquoi ça s'est effondré si rapidement. Mais ça s'est effondré si rapidement parce que Israël a repoussé le Hezbollah et Israël a neutralisé l'Iran. Donc si vous enlevez le Hezbollah et l'Iran, vous enlevez 2 des parrains de Bachar el-Assad et il n'a plus de point d'appui. La Russie, c'est autre chose. La Russie, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi il y avait cette indulgence israélienne vis-à-vis de la Russie, au prétexte que, par exemple, c'est vrai, quand Israël voulait bombarder, les autorisations de survol de la région étaient données par la Russie, et donc c'est l'aviation russe qui permettait aux Israéliens de passer dans un espace aérien qui était théoriquement celui de la Syrie. Mais sinon, au-delà, qu'ont découvert les Israéliens pendant leur campagne contre le Hezbollah au sud Liban, à chaque fois qu'ils découvraient des caches d'armes ou des entrepôts de munitions, c'était des armes russes. Donc le Hezbollah était armé par la Russie. Peut-être qu'il y aura un réajustement de la relation entre Israël et la Russie à la faveur de ce conflit. Cette chute de Bachar el-Assad, elle a un point important pour l'Iran dans la région, Alain? Oui, elle a un point important pour tout le Moyen-Orient. Si vous voulez, l'Iran est agressé, le nouveau régime est agressé en 1980, un an après la révolution islamique à Téhéran. Le monde arabe mandate un des leurs, l'Irak, qui était le seul à avoir une armée. Les soviétiques font la même chose, les Américains et les Européens, tout le monde mandate Saddam Hussein pour rentrer contre la République islamique, qui est à l'époque très prosélyte, qui menace toute la région. Moi, j'étais basé au bureau de l'agence France-Presse en 1979, je multipliais les dépêches de menaces lancées par la révolution islamique contre les Saoudiens, contre tous les Émirats du Golfe et naturellement contre l'ennemi infidèle qu'était Saddam Hussein. Et donc commence une guerre qui va durer 8 ans, qui va être terrible, qui se termine donc en 1988. Et de cette guerre, les Iraniens tirent une leçon. On va être agressé à nouveau. Il faut qu'on ait une ligne de défense avant le territoire iranien. Il faut créer une ligne de défense qui soit hors de notre territoire pour faire face aux agressions. Les agressions peuvent être occidentales, elles peuvent venir de l'islamisme sunnite, de l'extrémisme sunnite, peu importe. Mais on les arrêtera avant. Et donc, on va s'appuyer sur les chiites arabes. Les principaux, ce sont les Irakiens. Donc, on va aider les partis d'opposition irakiens à former des partis milices. Et puis, on va naturellement développer, dès 1982, un parti milice au Liban, qui sera le
Hezbollah. Et puis, on a conclu très vite un traité d'alliance, en bonne et due forme, entre deux États, avec la Syrie d'Hafez el-Assad, donc qui appartient à une secte qui s'appelle les Alaouites, qui sont présents sur la côte méditerranéenne, dans la région de Latakia, et dont on dit que c'est une dissidence, une vague dissidence du chiisme. Et donc, vous avez comme ça ce que le roi de Jordanie avait appelé un croissant chiite au cœur de la péninsule arabique, au cœur du monde arabe, vous avez un croissant chiite. Si vous étiez un officier, un général iranien qui s'ennuie, un général des gardiens de la Révolution qui s'embête à Téhéran, eh ben, il prend son 4x4, il rentre en Irak, on lui demande rien parce qu'il contrôle l'Irak, et il rentre en Syrie, on lui demande rien parce qu'il contrôle la Syrie, et il va dans les boîtes de nuit à Beyrouth après. Et puis il rentre ensuite à Téhéran, toujours dans son 4x4 au vide fumé. C'est comme ça, on appelait ça l'autoroute chiite. Eh ben, l'autoroute chiite, elle est coupé, c'est fini. Le croissant chiite, il est à moitié mangé. Et le monde majoritaire de la région, c'est-à-dire le sunnisme, c'est la branche dominante de l'islam, a repris le pouvoir sur ce croissant chiite qui était comme une épine. Là, on est dans une bataille civilisationnelle, presque, au cœur de l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. C'est fondamental pour le Moyen-Orient. C'est la revanche du monde sunnite sur l'Iran et sur les volontés d'expansionnisme iranien traditionnels qui ont existé de tout temps, du temps du Shah d'Iran, comme du temps de la révolution islamique. Ariane? Oui, il y a un pays dont on ne parle pas, mais qui est aussi l'un des peut-être grands bénéficiaires de cette affaire, c'est le Liban. Parce que le Liban, d'abord le Hezbollah, était un État dans l'État. Hein. Alors bon, il faut pas croire que le Hezbollah était condamné par toute la population libanaise. Il y en avait certains, en particulier dans la lutte contre Israël, qui se sentaient représentés par le Hezbollah. Et les chrétiens. Et les chrétiens en premier lieu. Bon, mais enfin, cela dit, il a été quand même très sapé. Donc, il y a quand même peut-être une fenêtre politique qui s'ouvre. Et puis surtout, le Liban, on parle beaucoup des 3,5 millions de réfugiés en Turquie. Mais le pays qui proportionnellement en reçoit le plus, c'est le Liban. La moitié de la population sont des réfugiés syriens. Donc là encore, si ce fardeau-là peut leur sortir de leurs épaules, enfin si les réfugiés, ils seront les grands gagnants. Il y a peut-être quand même un gros bémol à mettre, c'est qu'on voit bien que Israël et les États-Unis sont en train encore de penser à cette idée de changer, de regime change, vous savez, de cette volonté de dire, au fond, on va instaurer une démocratie, etc. Enfin, et ça, c'est l'erreur, évidemment, à ne pas faire. Je veux dire, à la fois, il faut qu'ils aident, mais qu'ils ne décident pas pour les Syriens de ce qu'ils vont faire. Alors, actuellement, Jolani a dit il l'a pas dit lui-même, mais enfin, on sait que c'est un régime de charia qui va impliquer. Alors, est-ce que ce sera une charia dure? Est-ce que ça existe, une charia molle, etc. Enfin, on rappelle que charia, c'est juste le mot qui désigne le mot loi, en fait. Oui, mais c'est la loi islamique, c'est-à-dire que c'est quand même, il y a un certain nombre de préceptes qui sont quand même peut-être pas ceux de nos démocraties nordiques, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui se joue parce que toute la difficulté, c'est ça, c'est-à-dire comment accompagner ce mouvement, visiblement qui a quand même reçu un certain blanc-seing de la part. Les Américains n'ont pas frappé HTC, ont bombardé, alors qu'ils mènent la guerre à l'État islamique. Donc comment les aider ? Est-ce que c'est les Nations Unies qui vont pouvoir jouer le plus gros rôle ? Les Nations Unies extrêmement contestées, vous avez vu, par Israël. Est-ce que nous-mêmes, on a des leviers ? Par exemple, enlever HTC de la liste des mouvements terroristes, lever les sanctions, et l'aide humanitaire. Voilà, il y a un certain nombre de... Quand je dis on, c'est l'Occident, mais pas seulement. Je veux dire, les pays du Golfe, qui ont beaucoup d'argent, l'Arabie Saoudite en particulier, le Qatar aussi, parce que le Qatar joue un rôle. Voilà, il y a pas mal de marraines potentielles autour du berceau. On va voir comment ça s'articule avec toute cette difficulté du nationalisme syrien qui a peut-être pas envie qu'il y ait trop de monde qui vienne s'en mêler. Alors, il n'y a pas que des bonnes fées autour du berceau, puisqu'après la chute de Bachar el-Assad, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, ont annoncé geler les procédures de demande d'asile des Syriens. Plusieurs responsables politiques français ont demandé que la France fasse la même chose. Évidemment, des responsables politiques plutôt à droite et à l'extrême droite. Est-ce que c'est pas beaucoup trop tôt, Jean-Marie, pour geler ces demandes d'asile ? On a quand même un pays qui est toujours en guerre. Ce qui est craint, c'est le fait que des partisans du régime Assad fuient maintenant vers l'Europe. Alors qu'auparavant, c'était les victimes. Auparavant, c'était les victimes qui venaient vers l'Europe. Donc, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est avec ce qu'on découvre, qu'on ne devrait pas découvrir, qu'on savait, que les Syriens savaient, mais en tout cas aux yeux du monde aujourd'hui, avec les images de cette prison, c'est quand même que ce régime, qui a duré 50 ans, a quand même été largement soutenu par des élus d'extrême droite, pas des élus de droite. Qu'il était de bon ton, au nom du réalisme, de dire, voilà, plutôt celui-là, on est plus sûr avec ceux-là qu'avec les djihadistes.
On a le même type de défaut dans le débat, toujours, parce qu'on s'éloigne toujours de la réalité pour faire prévaloir des préférences idéologiques, comme si le régime d'Assad était meilleur pour nous et pour tout le monde qu'un quelconque mouvement islamiste. Donc on va bien voir à l'expérience, là, si le nouveau régime en Syrie retombe dans les travers habituels, c'est-à-dire de la dictature ou autre, ou bien au contraire marque une évolution intéressante et plus sensible que celle à laquelle on a eu droit. Jean-Marie parle de cette prison, cette Naya qui a été ouverte et dont on a découvert l'horreur. Plusieurs dizaines de milliers de Syriens torturés et tués depuis 2011. On sait aussi cette attaque chimique de Bachar al-Assad contre son peuple en 2013. Quel est l'avenir de Bachar al-Assad? Là, il est réfugié actuellement à Moscou. Est-ce que, Alain, il y a une chance qu'il soit un jour jugé pour crime contre l'humanité? Écoutez ça, je ne sais pas. Ce qu'on doit contester, c'est le mot « découvert ». Parce que depuis bien longtemps, je dirais depuis les massacres perpétrés par le régime al-Assad en 1982 ou 1983 à Hama, on sait que ce régime tue des dizaines et des dizaines de milliers de gens, les torture abominablement et le fait savoir pour terroriser la population, puisqu'il est ultra minoritaire, n'est-ce pas? Il est ultra minoritaire et donc il a besoin de faire savoir que si on est contre lui, on va vivre quelque chose d'abominable. Et donc c'est un régime qui a dépassé beaucoup d'autres dans l'horreur sur la planète, si on peut comparer. Et ça, on ne le découvre pas. On le savait, et ou on ne voulait pas le savoir, comme le dit Jean-Marie, mais on ne le découvre pas. Est-ce qu'il y aura des procès? Je ne sais pas. Quelle est la possibilité de saisir la justice internationale? Il y a des actions qui ont été entamées. En particulier en France. Oui, en France, en Allemagne et aux États-Unis, et des sanctions prises lorsqu'on a découvert que cette prison de Sednaya était en fait une sorte de boucherie humaine atroce grâce aux photos d'un policier ou d'un militaire qui était sur place et dont la femme, en fait, appartenait à l'opposition syrienne. Et donc, elle a fait sortir les photos prises par son mari. Je crois plutôt qu'on a affaire à un pays traumatisé dont on ne mesure pas le traumatisme. On a affaire à un pays qui sort de 50 ans de cauchemar. Et on ne mesure pas le traumatisme et on exige ceci, cela, qui se comporte demain comme une démocratie scandinave. C'est ridicule. C'est un pays qui est traumatisé par la violence qu'a été la guerre, et par la violence qu'a été ce régime. La violence de la guerre aussi, la violence des islamistes aussi, qui est venue se rajouter à la violence. Et donc on leur souhaiterait plutôt, si c'est possible, je ne connais pas bien la Syrie comme Ariane, mais on leur souhaiterait plutôt, Ariane, un processus comme il y en a eu par exemple en Afrique du Sud, de conversation entre voisins qui se sont entretués, de conversation entre policiers et militaires et leurs victimes, de conversation comme il y a eu, je crois aussi, en Afrique centrale, ici ou là. Rwanda, oui. Oui, mais notamment en Afrique du Sud. Un processus qui concerne les Syriens, qui soigne les Syriens, et non pas nos consciences à nous. Je suis complètement d'accord avec Alain. Ils ont vécu tellement d'horreurs. Et d'ailleurs, Jolani l'a dit. Il a dit, on est fatigué de la guerre. Donc ça, c'est sans doute une parole de réalité. Est-ce que ça va déboucher sur des négociations, des compromis? Ça, c'est vraiment la grande question. Alors, à propos de ce que disait Jean-Marie, à propos de nos petits télégraphistes, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnalités françaises qui sont allées soutenir d'une certaine manière Assad. Oui, il y avait une association France-Syrie qui abritait tous les élus qui étaient favorables au régime de Bachar, et puis avant à Hafez el-Assad. Étrangement, certains soutiennent aussi la Russie. Donc ce serait peut-être intéressant justement de comparer. Oui, les ponts sont assez visibles. En matière de justice internationale, ils seront en bonne compagnie, Assad avec Poutine. Entre dictateurs, ils ont sûrement un langage commun. Merci à tous les trois. Merci Ariane Bonzon d'avoir participé à cet épisode du Monde devant soi. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs, merci Ariane et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Au revoir Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.